Enfin, la Tunisie retrouve la voie de la démocratie, une nouvelle constitution avec comme pierre angulaire la liberté d'expression, l'égalité pour tous les citoyens. Ibrahim Boubacar Keïta, avec d'autres chefs d'État, ont tenu à être des témoins privilégiés de l'événement. Assemblée nationale, les choses commencent par se préciser par la formation des groupes parlementaires. Au nombre de 5, chacun a fait voir sa position. Festival sur le fleuve Niger, la 10e édition a été lancée hier soir. Des festivaliers venus d'Afrique, d'Europe, d'Amérique vont pendant 3 jours ambiancer, passez-moi l'expression, au rythme de la diversité culturelle et de l'unité nationale. Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue dans ce journal que nous ouvrons par ce communiqué du gouvernement. Le gouvernement informe l'opinion nationale et internationale que le jeudi 6 février, dans les environs de Takoutat, commune rurale de Djebok, à 140 km environ au nord-est de Gao, une douzaine d'individus armés a froidement abattu une trentaine de forains à bord de 2 véhicules dont l'un a été brûlé et l'autre emporté par les bandits. Par ailleurs, le même jour et dans le même secteur, un groupe d'assaillants a braqué un 3e véhicule de transport, enlevé puis abattu les hommes d'un campement nomade. À la suite de ces actes terroristes, une délégation ministérielle conduite par le ministre de la Sécurité, le général de division Sada Samake, a été dépêchée sur Gao pour s'enquérir des circonstances du drame. En cette douloureuse circonstance, le gouvernement du Mali présente ses condoléances les plus attristées aux familles des défunts et prie pour le repos de leurs âmes. Le gouvernement réaffirme sa détermination à faire toute la lumière sur ces assassinats crapuleux et à traduire les présumés auteurs devant la justice. Le gouvernement assure l'opinion nationale et internationale de sa disponibilité à conduire le processus de réconciliation nationale. Je vous le disais dans le titre, la Tunisie a célébré ce matin l'adoption de sa nouvelle constitution. La nouvelle loi fondamentale consacre ainsi le principe d'égalité de tous les citoyens, la liberté d'expression et l'indépendance de la justice. Cette fête qualifiée de celle de la démocratie a réuni plusieurs chefs d'État et de gouvernement au siège du Parlement, parmi lesquels le président de la République, Ibrahim Boubacar Keïta. Nous reviendrons sur ce reportage de nos envoyés spéciaux à Tunis, Brahima Koulibaly et Bourama Traoré. Le Premier ministre Oumar Tantamli, après Bruxelles, est élu depuis hier à Paris, où il a rencontré aujourd'hui plusieurs personnalités, parmi lesquelles son homologue Jean-Marc Ayrault. Au cours des échanges, il a été question des efforts accomplis par le Mali dans le cadre de la stabilisation après la crise politico-sécuritaire que notre pays a connue. Nous retrouvons nos envoyés spéciaux Amadou Sankaré et Tchédje Kamara. C'est Matignon qui a constitué la première étape de la série d'entretiens que le Premier ministre Oumar Tantamli a eu avec les autorités françaises. Après la visite de Bruxelles, il était tout à fait normal, selon le chef du gouvernement, de rencontrer les autorités françaises. Cette visite nous permet, au sortir de la conférence de Bruxelles, où nous avons rencontré l'ensemble de la communauté internationale, de venir tout particulièrement faire le point avec les autorités françaises, le Premier ministre, le ministre des Affaires étrangères, de l'évolution de la situation de notre pays. Nous sommes dans une phase de redressement, le Mali se reconstruit. Nous avions à cet égard, nous étions inscrits dans un cadre d'engagement réciproque avec la communauté internationale, avec la France, et il était important qu'à périodicité régulière, nous faisions le point de ce que nous avons mis en œuvre comme politique, comme réforme, et des engagements pris par la communauté internationale, de la manière dont ils sont réalisés. Au cours des échanges avec son homologue français, le Premier ministre a évoqué des avancées notables constatées sur le terrain. Le Mali se reconstruit et
les difficultés demeurent. La situation sécuritaire reste fragile dans le Nord, mais les perspectives sont chaque jour davantage meilleures. Même s'il peut y avoir des ruptures dans la sécurité, comme il y en a eu. Nous sommes en train de recueillir de l'information sur un drame qui a eu lieu du côté de Djebok, mais au-delà de cela, il y a quand même une reprise qui est manifeste, qu'il s'agisse de l'économie, du redéploiement de l'administration dans le Nord, de la lutte contre la corruption, des efforts de reconstitution d'une gouvernance démocratique qui soit crédible. Les choses se remettent en place progressivement. Après Matignon, cap sur le Quai d'Orsay, où le chef du gouvernement a rencontré cette fois-ci le ministre des Affaires étrangères, Laurent Fabius. Là également, les questions relatives à l'évolution positive de la situation au Mali ont été abordées. Nous avons mis en œuvre un certain nombre d'initiatives diplomatiques. Le président est allé en Mauritanie, en Algérie. Nous avons souhaité l'intervention active de l'Algérie dans le processus comme facilitateur. Les premiers résultats sont prometteurs. Nous espérons progresser maintenant plus vite. Alors bien sûr, il y a du travail, c'est de cela que nous avons discuté avec notre ami le Premier ministre, le dialogue démocratique, le dialogue avec le Nord, qui a commencé et qui va être poursuivi par nos amis, puisque c'est évidemment indispensable. Le redressement économique, les services publics, l'organisation de tout cela, le redémarrage du pays. Et j'ai confirmé au Premier ministre malien, en lui demandant de transmettre les amitiés au président Keïta, que nous étions bien sûr aux côtés de nos amis maliens aujourd'hui et demain, comme hier, et que nous nous réjouissions du tour compris des événements, même si il reste évidemment beaucoup de travail à faire. Voilà quelques difficultés par rapport à cet élément. Ici à Bamako, à l'Assemblée nationale, s'est tenue aujourd'hui la première session extraordinaire de la 5e législature. Après l'adoption du règlement intérieur, tour est revenu ce matin donc aux députés de procéder à la constitution de groupes parlementaires au nombre de 5, le RPM, l'URD, l'ADEMA-PSJ, l'APM, FAR et SADI. Eux sont dans un même groupe parlementaire et c'est ainsi que chaque groupe entend soutenir sa position et cela dans un esprit républicain. Compte rendu signé Agali Agissa. La constitution de ce groupe parlementaire de l'Assemblée nationale donne quitus à l'élection des autres membres du bureau de la 5e législature. Le RPM devient la première force avec 70 députés, suivi de l'Alliance pour le Mali APM 27 députés, l'RD avec 21 élus, l'ADEMA-PSJ 16 députés et le groupe FAR Sadi qui a 10 députés. Les députés élus à Ansongo, Douanza et Bakari Doumbia, élus sous les couleurs du parti phare, sont sans groupe parlementaire pour le moment. À travers leurs déclarations, les groupes sont conscients des défis du moment. Le groupe parlementaire RPM accompagnera toutes les actions de stabilisation des régions du nord du pays. Il s'agira plutôt, par une décentralisation poussée, responsable et approfondie, de gérer le destin des populations à la base dans le cadre d'un partenariat sincère avec les vrais acteurs du développement. La présente déclaration nous offre l'occasion de prendre date avec l'histoire en rappelant un certain nombre d'engagements que nous avons pris devant notre peuple. Le premier de ces engagements a trait à la nécessité d'assurer dans l'hémicycle la représentation de notre peuple et de tout notre peuple tel que stipulé dans notre Constitution. Nous serons également les porte-parole de nos paysans, qui représentent près de 80% de notre population et enregistrent le taux le plus élevé d'extrême pauvreté. Des préoccupations partagées par tous les groupes parlementaires qui entendent défendre l'intérêt général des populations et soutenir les actions du président de la République.
nous engageons à veiller au respect strict de la souveraineté, de l'indépendance, de l'intégrité de notre pays. Initier et à voter des lois dans l'intérêt supérieur du peuple malien. L'heure et les enjeux sont à l'identification des urgences, au débat positif d'idées, à la recherche concrète des solutions, à l'action et l'investissement prioritaire. Telle sera la ligne de conduite de notre groupe parlementaire. Telle sera sa contribution exemplaire à la reconstruction de notre pays. Auparavant, les députés ont eu droit à la lecture de l'arrêt de la Cour constitutionnelle relatif au règlement intérieur de l'Assemblée nationale. Par cet arrêt, la Cour déclare conforme à la Constitution les 10 règlements. Le président a ensuite annoncé aux députés le discours que prononcera le roi du Maroc Mohamed VI à l'hémicycle lors de sa visite au Mali. L'occupation anarchique des voies publiques, une fluidité de la circulation, c'est ainsi que le ministre du Commerce vient d'entamer dans ce cadre, devrais-je dire, le ministre du Commerce vient d'entamer une série de rencontres avec les commerçants détaillants, les maires des 6 communes du district et associés au département pour trouver une solution définitive au problème. Le délai devant commencer aujourd'hui même. Fademba Keita. Certains grands axes routiers de la capitale sont occupés par des revendeurs ou commerçants détaillants. Cette situation contribue beaucoup à l'obstruction des voies et cause de nombreux accidents de la circulation. C'est pourquoi le gouvernement de la République du Mali envisage de prendre des mesures afin de mettre fin à ces occupations anarchiques des artères concernées. Légalement, la voie publique, puisque c'est le domaine public, est inaliénable. Donc même ceux-là, peut-être qui disposent d'autorisations, c'est des autorisations provisoires qui peuvent être annulées à tout moment. C'est vraiment pour la fluidité de la circulation, mais surtout pour la sécurité des personnes. Selon les représentants du ministre de l'administration territoriale, l'Ano Sotraman et certaines rues adjacentes sont entre autres les voies sous emprise des commerçants détaillants. Circuler à Bamako, il y a une occupation des trottoirs jusqu'à arriver à occuper les chaussées. La commission d'aujourd'hui s'était réunie pour mettre en place une structure de réflexion et de mise en œuvre des décisions du gouvernement, de rendre désormais les voies principales fluides dans tous les districts. Une commission présidée par le ministre du Commerce sera bientôt mise en place afin de faciliter cette opération de déguerpissement des voies, prévue le 17 février 2014. Elle sera composée des maires des 6 communes du sud de Bamako, des présidents des syndicats et associations des commerçants, des représentants des ministères de la Justice, de l'urbanisme, de la politique de la ville, de l'administration territoriale, de la sécurité intérieure et d'autres acteurs évoluant dans le secteur. Sa mission est d'identifier et de recenser tous ceux qui sont sur les trottoirs détenteurs ou pas d'autorisation provisoire afin de leur trouver un nouveau site de recasement selon les autorités compétentes. Évaluation et diagnostic du système éducatif de notre pays, c'est le thème d'un séminaire qui a débuté ce matin. Organisé par le département de l'éducation, la rencontre permettra d'identifier les causes liées à la disparité de la performance de l'enseignement primaire pour proposer des solutions idoines. Fatoumata Kone. Pour relever les défis liés à l'enseignement primaire, il est nécessaire de revoir certains aspects du système éducatif malien. C'est pourquoi enseignants, directeurs d'école, conseillers techniques et partenaires sont en conclave au centre Awa Keïta. Ils doivent étudier le contenu d'un document de près de 70 pages. Cette étude a permis de tester le niveau d'études des élèves de la 2e année et de la 5e année. Comment faire en sorte que nos enfants apprennent mieux et qu'ils puissent, à travers les enseignements, apprentissages auxquels nous les soumettons, leur soient plus profitables et durables. Tel est le vrai challenge de notre système éducatif que nous allons devoir relever. Et l'atelier d'aujourd'hui est une des étapes de ce défi à relever. Au cours de la rencontre, 3 présentations ont été projetées. Il s'agit de la méthodologie de l'évaluation diagnostique au Mali, les résultats de cette évaluation, entre autres. Dans ces présentations, un accent particulier a été mis sur certains points. Les enfants qui ont redoublé, la première ou la deuxième, quand on a fait la mesure, on trouve encore qu'ils sont en deçà des attentes. Donc ça veut dire que
ce que les gens pensent par rapport au redoublement, ce n'est pas le fait que l'enfant redouble qu'il va réussir à l'école. Il faut faire une remédiation systématique par rapport aux acquis antérieurs qu'il n'a pas maîtrisés. Si ces acquis sont maîtrisés, on a beaucoup de chances que l'enfant réussisse. À l'issue de cette session, les enseignants vont identifier les causes de la baisse du niveau et proposer des solutions idoines susceptibles de renforcer. Ouverte. Le taux le plus faible concerne le cercle de Menaka avec 52 écoles fonctionnelles sur 117. Cette situation préoccupe l'administration scolaire, les collectivités et les partenaires de l'école. Cette situation-là, qui n'a que trop duré, qui en fait est en train de pénaliser des milliers d'enfants dont le seul souci aujourd'hui, espoir de demain, c'est d'aller à l'école. C'est pourquoi ils étaient tous là et ensemble ils ont fait des recommandations. Des décisions très consensuelles, des décisions très pertinentes et ensemble nous allons les analyser. Les intervenants se sont surtout appesantis sur l'absence des enseignants malgré la remise à chacun des 250 000 francs CFA octroyés par l'État. Au nombre des problèmes figurent l'insécurité et la dégradation des bâtiments dans certaines communes comme Telemsi, Tinahama, Anchawaj et Tarkinta. À la lumière de toutes ces réalités, des mesures s'imposent telles que l'application stricte des textes en la matière. Je crois que c'est le moment de regagner vraiment leur poste. Parce que quand on est mis dans ses droits, vraiment il faut s'acquitter de ses devoirs. Il y a des enseignants qui sont en train de travailler aujourd'hui dans les ONG. Il y a des enseignants aujourd'hui qui sont en formation à Bamako. On ne peut pas admettre que dans un village, 5 enseignants sont là-bas, ils enseignent normalement, et un enseignant dit « je ne veux pas parce qu'il n'y a pas de sécurité ». Pour mieux coordonner les travaux, des décisions ont été prises, parmi lesquelles la réhabilitation des bâtiments et équipements des centres d'animation pédagogique, la pérennisation des cadres d'échange et l'amélioration de la sécurité. C'est la première fois depuis la libération que toutes les couches, à savoir l'administration scolaire, les syndicats, les collectivités, les partenaires et ONG, les forces armées maliennes et la MINUSMA se retrouvent pour échanger sur la situation scolaire dans la région de Gao. Madame le ministre de la Femme, de la Famille et de l'Enfant, à la tête d'une délégation, est à Addis Abeba, en Éthiopie, pour prendre part à la réunion préparatoire en vue de la 58e session de la Commission de la Condition de la Femme, réunion qui portera sur les défis et les réalisations dans la mise en œuvre des objectifs du millénaire pour le développement pour les femmes et les filles. La rencontre se tiendra au mois de mars prochain à New York. Il est donc attendu à Addis Abeba un document final reflétant la position de l'Afrique en vue donc de cette session de New York. Une information qui nous a été donnée par Alassane Djombele. Les travaux du 4e congrès ordinaire du syndicat autonome des greffiers et secrétaires de greffe et parquet ont commencé ce matin ici à Bamako. Les congressistes saisissent cette occasion pour débattre des défis qui attendent encore la famille judiciaire, notamment la professionnalisation du secteur. À l'issue des travaux, un nouveau bureau devra être mis en place. Compte rendu, Youssouf Diakité. 4e congrès du syndicat autonome des greffiers, secrétaires de greffe et parquet. Les participants mettent cette occasion à profit pour discuter des défis clés de la justice malienne. Ces défis sont particulièrement liés à la professionnalisation du secteur, à la lutte contre la délinquance financière. À l'issue des travaux, un nouveau bureau est mis en place pour un mandat de 3 ans. De 3 défis majeurs. Pour vraiment prendre le terrain de la lutte contre la corruption et la délinquance financière engagée par les pouvoirs publics, le syndicat autonome des greffiers, secrétaires de greffe et parquet demande plus d'attention de la part des autorités des pouvoirs publics. Le lieu pour moi de saluer l'initiative prise par les greffiers, secrétaires de greffe et parquet d'aller à une union des différents syndicats qui ont existé jusque-là. Et au niveau du ministère de la Justice, nous comptons sur chacun individuellement pris pour réussir donc cette cohésion. Le défi majeur que nous devons tous relever au cours de l'année 2014, qui a été placé sous le signe de la lutte contre la corruption par le président de la République, son Excellence Ibrahim Boubacar Keïta, est donc la lutte contre la corruption et la délinquance financière. Toutes les communications ont mis l'accent sur la cohésion et la compréhension mutuelle en vue de faire véritablement face aux défis.
La deuxième session du comité de pilotage du projet de développement et de valorisation de la production laitière dans notre pays, Prodévalais, s'est tenue aujourd'hui. Les sujets à l'ordre du jour sont entre autres l'élaboration et l'adoption d'un projet de texte relatif aux modalités d'organisation et du fonctionnement de Prodévalais. Rachel Tessougué. Le budget 2014 du projet de développement et de valorisation de la production laitière au Mali, Prodévalais, s'élève à 600 millions de francs CFA. Cette année, le Prodévalais compte renforcer les capacités techniques, organisationnelles et institutionnelles des acteurs de la filière lait. Il veut également implanter des industries de valorisation du lait cru local au niveau de chaque région. Les activités prévues pour 2014 sont les activités qui sont prévues dans les différents composants du projet. L'activité de construction, du renforcement des capacités opérationnelles, de la collecte du lait, qui se matérialise peut-être par la construction des centres de collecte de lait qui seront au nombre de 6 durant l'année 2014. Le Prodévalais veut mettre en place un centre national d'insémination artificielle de vaches laitières. Aujourd'hui, plus que jamais, il apparaît indispensable de mettre en place un centre national d'insémination artificielle pour non seulement améliorer nos capacités de conservation des semences que nous importons, mais aussi et surtout de doter le pays de réelles capacités de produire nos propres semences à partir d'animaux à fort potentiel de production laitière issus de nos races. De sa création en 2009 à nos jours, le Prodévalais a installé à travers le territoire 28 centres de collecte de lait. Il a procédé à l'insémination de près de 8000 vaches. L'armée de l'air a 38 ans. L'événement a été fêté hier. À cet effet, une journée d'échange a été initiée par l'état-major de l'armée de l'air. Nous retrouvons Abdrahman Meiga pour son compte-rendu. Créée le 6 février 1976, l'armée de l'air a connu des moments de gloire, moments au cours duquel elle a apporté un appui conséquent dans la défense aérienne, le désenclavement, l'apport aux forces terrestres engagées dans différentes missions. À cela s'ajoute la coordination des opérations aériennes et plusieurs autres actions dans les domaines de la lutte contre les ennemis des plantes, des ravitaillements des troupes sur le front, sans oublier les actions humanitaires entreprises auprès des populations victimes des inondations. Après ces moments de gloire, que reste-t-il de l'armée de l'air? Aujourd'hui, l'armée de l'air manque surtout d'équipement. L'armée de l'air manque d'infrastructures, l'armée de l'air manque d'avions de combat, l'armée de l'air manque d'avions de transport, l'armée de l'air manque d'hélicos de combat, l'armée de l'air manque d'hélicos de manœuvre pour appuyer efficacement nos troupes terrestres et aussi pour participer pleinement à l'effort de développement socio-économique du pays. Malgré les insuffisances, l'armée de l'air avec les moyens de bord a joué un rôle déterminant dans la réussite du combat pour la libération des régions sous occupation terroriste, notamment la lutte farouche menée à Konna pour stopper les forces du mal et la mise en place d'une plateforme de coordination de l'espace aérien. En plus de ces actions, l'armée de l'air a également entrepris plusieurs missions dont l'objectif était d'appuyer les forces terrestres au combat. Nous avons participé dès les premières heures à la projection du matériel, d'une partie du matériel de nos forces armées vers la ligne de défense, c'est-à-dire vers Sévaré. Et nous avons participé à la projection déjà d'une partie de l'état-major de la logistique de l'armée de terre jusqu'à Niamey au Niger pour permettre à notre GTIA qui est rentré, les troupes maliennes qui sont rentrées à partir du territoire du Niger. La construction d'un État fort passe forcément par celle de toutes ses composantes. En premier lieu, son armée. Des réformes engagées sauront-elles prendre en compte les préoccupations actuelles de cette force? Force qui, depuis les années 1990, a commencé sa descente aux enfers. Cette recrudescence a été occasionnée par le manque et la dégradation de ses équipements et la non-motivation du personnel. Aucune réforme centrée seulement à l'armée de l'air ne sera suffisante si cela ne se fait pas de concert avec la réforme des autres éléments, des autres parties des forces de défense et de sécurité. Actuellement, surtout dans la guerre que nous vivons actuellement, il faut l'armée de l'air indispensable. Sans
sans avion, on ne peut mener des combats dans le Sahara. Vous avez vu nos amis qui sont venus nous soutenir. Ce n'est pas à cause des troupes à pied, c'est à cause des avions. Pour traduire en acte sa volonté de réussir à tout prix ses ambitions, l'armée de l'air dispose à la base 101 de Senou d'un centre de formation des pilotes. Ce centre, qui puise l'essentiel de ses éléments dans les séries scientifiques de l'université, apprend aux élèves pilotes les b.a.-ba du métier de pilote. Après cette formation de niveau 1, ces apprenants sélectionnés sur la base de leur performance se spécialiseront dans les grandes écoles. Une vigilance accrue le long du cordon douanier dans la région de Sikasso a porté fruit, et c'était dans le but de pouvoir traquer des malfrats et autres trafiquants. C'est ainsi que la brigade mobile d'intervention de Bougouni vient de mettre la main sur 2 trafiquants qui tentaient tout simplement de faire passer plus d'une trentaine de briques de chanvre indien, 2 hommes, même mode opératoire. C'était courant janvier. Compte rendu, Sékou Konaté. 2 trafiquants avec 37 briques de chanvre indien de 2 kilos chacune, disséminées dans des sacs banalisés d'écoliers ou d'ordinateurs. Une nouvelle méthode de camouflage pour passer ces produits nocifs. Destination, les marchés maliens et sénégalais. Mais c'était sans compter avec la vigilance de la brigade mobile d'intervention des douanes de Bougouni. Et les 18 et 30 janvier, ils se feront prendre au poste de contrôle de la capitale du Bani-Monotier. Dans les 2 cas de figure, on peut dire que le mode opératoire est le même. Le mode opératoire, c'est-à-dire la façon dont il procède à l'acheminement, au conditionnement. Et que Dieudonné et Amadou présentent des similitudes par rapport à cet acheminement. Non seulement par rapport aux moyens de transport empruntés, et ils ont tous été saisis dans des cars passagers. Mais ce qui est nouveau, qu'il faut préciser dans ce cas, c'est que, qui est nouveau, c'est le cas de Amadou Kone. Amadou Kone, alors lui, pour brouiller les pistes, a changé par 2 fois de moyens de transport entre Sikasso et Bougouni. Alors que Dieudonné, le Burkinabé, lui, il vient en 3 tours de Bobo Dioulasso. Estimé à plusieurs millions de francs CFA, les produits ainsi saisis ont une incidence grave sur la santé des populations, d'où la nécessaire synergie d'action. Nous avons besoin de la collaboration des compagnies de transport, nous avons besoin de la bonne compréhension des usagers. Nos 2 trafiquants sont désormais à la disposition de la justice pour écoper de sanctions conformes à leur acte. La cérémonie de clôture du programme HITT, Grand Impact sur la formation au tourisme, a eu lieu ici à Bamako. Ce programme fut initié par l'Organisation néerlandaise de développement, SNV, financée par l'Union européenne. L'objectif de ce projet était de renforcer les capacités des personnes peu qualifiées du secteur informel travaillant dans le secteur touristique, nous dit Rachel Tessougui. Au terme de 3 années d'exécution, le programme HIT, Grand Impact sur la formation au tourisme, se termine au Mali, avec un résultat de 1306 personnes formées. Elles ont été formées dans les domaines de la cuisine, de l'anglais et du recyclage des déchets. Les personnes touchées furent les acteurs du tourisme, les tenanciers de petits restaurants et les GIE en charge de l'assainissement. Il est ressorti 3 métiers, la cuisine, à travers la formation, valorisation des mets traditionnels, l'assainissement avec la formation, récupération et valorisation des déchets et également l'anglais pour les acteurs du tourisme. Donc, ce sont des modules de formation qui ont été développés selon l'approche par les compétences, de manière à ce que les besoins réels de ces acteurs-là soient vraiment prise en compte. Les bénéficiaires de ce projet sont ravis d'avoir pu renforcer leurs capacités dans ces domaines. Les GIE quand même ont suffisamment bénéficié de ces programmes et en termes de revenus, en termes d'organisation et en termes de promotion. Le programme HIT est un programme qui couvre 7 pays dans le monde, dont 4 en Afrique. Il vise à accroître les revenus des travailleurs du secteur informel grâce à la formation professionnelle.
L'autre titre phare de ce journal, c'est le lancement hier de la 10e édition du festival sur le fleuve Niger. Le thème est adapté au contexte actuel, diversité culturelle et unité nationale. C'est donc dans une parfaite communion, ambiance féerique, que les festivaliers venus d'Afrique, d'Europe, d'Amérique ont assisté à un opéra-ballet intitulé Maoula. Nos envoyés spéciaux, Mohamed Diarra, Cheikh Oumar Sangaré, Seydou Sissoko ont été émerveillés devant le spectacle. Ce sont des milliers de festivaliers nostalgiques qui ont pris d'assaut les berges du fleuve Niger pour assister à cette cérémonie d'ouverture grandiose dans un décor paradisiaque où s'entremêlent modernité et tradition. Cette édition proscrise la 10e du genre à pour thème diversité culturelle et unité nationale. La particularité de l'édition 2014 est la caravane culturelle pour la paix. Elle est la rencontre de 3 festivals. Le festival Taraguit du Maroc, celui au désert et le festival sur le Niger. Donc c'est ce bel exemple que nous avons souhaité magnifier de fraternité, mais de message de tolérance réciproque, de compréhension de la différence. Parce qu'on peut décréter des lois pour les vivre ensemble. Mais nous, acteurs culturels, nous avons pensé qu'il faut vivre ensemble. Espace d'échange et de rencontres, le festival sur le fleuve Niger s'est illustré comme l'un des rendez-vous culturels incontournables dans le monde. Une notoriété qui rassure les autorités nationales. Le festival sur le Niger se place sur le pinacle des grandes rencontres et demeure l'un des mieux organisés, ce qui lui a valu la 7e place du classement 2012 de la liste top 25 des meilleurs festivals internationaux du célèbre magazine britannique Songlines. C'est dire, mesdames et messieurs, chers festivaliers, que le festival sur le Niger est et demeure un facteur de cohésion sociale, mais aussi un facteur de développement socio-économique. L'invité d'honneur de cette édition, c'est Jacob Divarié du groupe Kassav. Le moment fort de cette cérémonie d'ouverture a été l'opéra-ballet intitulé Maoula, un spectacle d'1h30 qui réunit une cinquantaine de comédiens. Maoula, qui signifie grandeur, retrace ce moment sobre de l'histoire du Mali, de l'occupation des régions du Nord à sortir des crises qui a vu de l'action du président de la République. Le spectacle rappelle les atrocités vécues par la population des régions du Nord, des actes barbares dignes d'une autre époque. Un moment de souvenir mais aussi d'émotion. Le bateau Mali a donc tangué mais n'a pas chaviré. Aujourd'hui, les fils de Maoula se réconcilient. La paix s'installe et un nouveau Mali profile à l'horizon. Et chacun doit apporter sa pierre pour la reconstruction. Tel est l'enseignement que l'on peut tirer de cette grande première qu'est cet opéra-ballet. Une œuvre de Fodé Moussa Sidibé et mise en scène par Kadjike Lefo Traoré. Celui qui a écrit l'histoire de Maoula, c'est lui qui a mis en scène. Ça, notre Maliba. Donc, après cette cérémonie d'ouverture, les festivaliers se sont retrouvés pour une grande nuit de la paix avec des artistes de la caravane de la paix qui sont arrivés du Burkina Faso, Aïra Arbi, Sadio Sidibé, Baba Djiré et autres ont donc animé la première soirée du festival. Je rappelle les artistes que je viens de mentionner, ils sont bien maliens, mais ils reviennent du Burkina Faso où ils ont offert des concerts à nos compatriotes dans des camps de réfugiés. Et plusieurs vedettes internationales, dont Jacob Devarieux et Cheikh Tidiane Seck, ont vécu cette grande nuit de la paix à Ségou. Nous retrouvons Moïse Traoré, Aliou Touré. Les artistes de la caravane de la paix et de la réconciliation du festival au désert ont émerveillé le public du festival sur le Niger.
Aïra Arabi, Les Voix du Mali avec Petit Goro et Mariam Kone et le groupe Amanar ont animé la grande nuit de la paix pendant plus de 3 heures. Moi je trouve qu'il y a du boulot parce que souvent ça reste sur un accord. Bon, il faudrait peut-être faire évoluer un petit peu, mais je pense qu'eux ils veulent rester vraiment comme c'était dans la tradition, quoi. Ce qui est un peu dommage parce que ça se limite vraiment aux gens qui connaissent cette musique-là. Mais s'ils veulent aller un peu plus loin, il faudrait ouvrir un petit peu, quoi. J'espère, il y a beaucoup d'espoir, il y a beaucoup à faire aussi. Je n'ai pas un langage policé en matière de musique. Il y a beaucoup à travailler encore. Il faut qu'ils soient ouverts tous et prêts à recevoir des conseils d'aînés qui ont encore plus d'expérience. Et avec ça, ils feront que de la bonne transmission. Les prestations des artistes de la caravane de la paix s'inscrivent dans une dynamique de partenariat entre 3 festivals. Le festival au désert de Tombouctou, le festival Taragalta du Maroc et le festival sur le Niger de Ségou. Et moi j'espère que ce pays va rester en paix parce que là franchement c'est un peu dommage, je vois tous les pays autour, Côte d'Ivoire maintenant c'est le Mali, c'est un peu la déliquescence, c'est dommage quoi. Le Mali 1. Quand on dit un, c'est un Mali pour tous. Tu vois, pas le contraire. Donc, pas de partage de mon pays, pas de partition. Et encore une fois, Kidal est et restera malien. Et je suis Touareg, je suis Bambara, je suis Malinké, je suis Serupo, je suis vraiment pour un Mali unifié et en paix. Nos compatriotes Ami Wassidje, Safi Diabaté Marimar et Cheikh Siriman ont également contribué à l'animation de la première soirée de la 10e édition du festival sur le Niger. Le millier de spectateurs avait à sa tête le ministre de l'Artisanat et du Tourisme du Mali. Du beau monde à Ségou et on va rester avec Madame le ministre de l'Artisanat et du Tourisme qu'on vient de voir très bien habillée pour présenter à ce festival de Ségou. Elle a profité donc de son séjour pour visiter quelques départements relevant de son ministère. C'est ainsi qu'elle a eu à visiter certaines potentialités de la région en matière de création d'emplois et de promotion du secteur touristique. Nous retrouvons Kandé Silla. Traversée du fleuve, puis arriver à Kalabougou, situé à une dizaine de kilomètres de Ségou. Kalabougou, qui a accueilli le ministre de l'Artisanat et du Tourisme, est surtout réputé pour la dextérité des femmes de cette localité de Frako en matière de poterie. Une activité qui mobilise plus de 200 femmes regroupées au sein de la coopérative des potières de Kalabougou. Rencontre avec les notabilités, puis visite guidée des sites de confection, de l'extraction au mélange du banco jusqu'au produit fini, et à l'issue des entretiens avec les femmes, Madame le ministre et sa délégation ont pu mesurer les possibilités réelles du secteur en matière de création d'emplois. Je suis venue à Kalabougou ce matin pour transmettre le message du président de la République à ces femmes battantes-là, à savoir la valorisation de notre savoir-faire local. C'est dans l'artisanat qu'on peut créer le maximum d'emplois pour la relance de l'activité économique. Tout en prenant bonne note de quelques difficultés relatives au renforcement des capacités, Mme Berthe Aïssata Bengali a réitéré aux femmes de Kalabougou l'accompagnement nécessaire des autorités. Un autre centre d'intérêt de la visite de Mme le ministre a été le site des vestibules de Biton Mamari Koulibaly à Sekoro. Je pense que c'est un circuit touristique qu'il faut vraiment exploiter. C'est un circuit qui est l'un des plus importants dans la région de Ségou. Donc j'exhorte les Maliens, les scolaires à venir visiter ce vestibule-là et la tombe de Biton. On note que les vestibules du fondateur du royaume Bambara de Ségou étaient au nombre de 7. Ces vestibules servaient de poste de garde au roi Biton.
Vous retrouverez d'autres échos de ce festival avec Ibrahima Traoré et son équipe pour le journal du festival. Voyons ce qui se passe hors de nos frontières, c'est l'ouverture des Jeux Olympiques. C'est donc parti pour les Jeux Olympiques, Jeux qui se déroulent actuellement en Russie. Les athlètes du monde entier vont compétir dans différents domaines sportifs. Une cérémonie d'ouverture grandiose. Bonjour, je m'appelle Mathilde Petitjean, j'ai 19 ans, je fais du ski de fond et je vais représenter le Togo au prochain JO de Sochi. Pour tout athlète, les Jeux Olympiques, c'est une concrétisation pour leur carrière et c'est vraiment un rêve. Quand on est tout petit, on dit j'ai envie de faire les Jeux Olympiques, j'ai envie de faire les championnats du monde et c'est ce que je suis en train de vivre là. Je vais faire les Jeux Olympiques. Représenter le Togo aux Jeux Olympiques de Sochi, une belle aventure pour Mathilde Petitjean. En mai dernier, elle est contactée par la fédération togolaise qui veut monter une équipe. Pour Mathilde, qui est née au Togo, c'est un choix de cœur, mais aussi une stratégie sportive. Ça va me permettre de faire plein de courses internationales que j'aurais peut-être pas eu l'occasion de faire en étant restée en équipe de France. Alors j'en ai parlé avec mes parents, on a bien réfléchi et je me suis dit on va se lancer. Le ski de fond, Mathilde le pratique depuis 12 ans. Elle s'entraîne 6 jours sur 7 sur les pistes du plateau des Glières en Haute-Savoie, un haut lieu de la résistance. À Sochi, elle participe aux 10 km et au sprint. Peu de chances d'obtenir une médaille, mais son entraîneur est déjà fier d'elle et il est ravi de la voir participer aux Jeux. C'est vrai que c'est l'occasion rêvée. Je pense qu'en tant que Française, ça aurait été très très dur d'y aller. Donc là, elle a la chance de participer déjà au championnat du monde junior. Et puis d'aller à Sochi, c'est une superbe épreuve. Même si elle est que junior, ça va être dur. Mais bon, elle verra ce que c'est que les Jeux Olympiques. Malgré son potentiel, Mathilde Petitjean n'est pas soutenue financièrement par le Comité national olympique togolais. Et elle est toujours à la recherche de sponsors. En revanche, elle peut compter sur les encouragements de sa ville d'adoption, La Roche-sur-Foron. Monsieur le maire et son équipe sont derrière elle et 2 autres sportifs français qui partent aussi aux Olympiades d'hiver de Sochi. En tous les cas, je suis très heureux de vous accueillir devant la mairie de La Roche-sur-Foron. Dans sa ville, Mathilde Petitjean est déjà une star, mais elle reste modeste. Ses prochains défis, participer à d'autres compétitions internationales et obtenir son bac. Voilà, mesdames et messieurs, c'est donc tout pour ce journal. Merci de l'avoir suivi. L'information reprendra ses droits demain 13h avec Nyanya Aliou Traoré. Et je me ferai le plaisir d'être sur ce même plateau pour le 20h. Bon week-end, à demain.